La douleur est une bonne chose, physiquement, parce que c'est votre mécanisme d'autopréservation. Mais la souffrance, c'est quelque chose que vous faites dans votre esprit. Donc la douleur que vous avez dans votre corps, vous la prenez dans votre esprit et la multipliez par 1000 ou par 1 million, selon vos capacités, ou selon à quel point vous êtes stupide, et vous souffrez 1 million de fois plus. Maintenant, la plupart des êtres humains sont comme ça. Ce qui est arrivé il y a 10 ans, ils en souffrent encore. Ce qui pourrait arriver après-demain, ils en souffrent déjà. Ils ne souffrent pas de la vie. Ils pensent qu'ils souffrent de la vie, mais ils ne souffrent pas de la vie. Ils souffrent des 2 facultés les plus fantastiques que seuls les humains possèdent sur Terre. Un sens vivide de la mémoire et une capacité fantastique d'imagination. 87% des gens souffrent silencieusement de leur incapacité à contrôler leurs facultés. Donnez le feu à l'homme qui ne se contrôle pas et le monde partira en fumée. Mais donnez le feu à l'homme qui se contrôle et vous assisterez au début d'une nouvelle ère. Vos pensées, émotions et actions ont le pouvoir de vous aider à construire la vie de vos rêves. Mais ils ont également le pouvoir de vous détruire à petit feu, si vous ne les contrôlez pas. Le Dr Hawkins estime à 87% le nombre de gens sur Terre qui s'autodétruisent sans même le savoir. Vous vous dites peut-être que vous n'en faites pas partie, mais n'en soyez pas si sûr. Dans cette vidéo, nous allons démasquer vos croyances limitantes qui vous rendent esclaves de la souffrance et qui vous empêchent de voir le bonheur et les possibilités qui se cachent pourtant sous vos yeux. D'ailleurs, c'est notre 2e vidéo avec Sadhguru. La première a atteint plus de 1,9 million de vues, donc si vous voulez voir plus d'épisodes comme celui-ci, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on sache quel genre de contenu vous voulez voir sur cette chaîne YouTube. Et si vous voulez apprendre à reprogrammer votre subconscient et transformer votre vie en seulement 21 jours, cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. Vous ne le regretterez pas. Lorsque la vie était sous d'autres formes, comme celle que vous voyez sur la planète, la nature déterminait certaines façons instinctives et compulsives de fonctionnement. Mais lorsque vous devenez un humain, ces barrières sont supprimées. Vous pouvez agir consciemment. Cela veut dire que ce que vous appelez le potentiel humain n'a aucune forme de limite mesurable. Il peut aller aussi loin que vous le souhaitez, ou aussi loin que le courage vous permettra d'aller. Donc, lorsque nous parlons du potentiel humain, de libérer le potentiel humain, il ne s'agit pas d'atteindre le sommet. C'est une trajectoire. Parce que ce que notre vie est, c'est une combinaison d'une certaine quantité de temps et d'énergie. Le temps passe à la même vitesse pour chacun d'entre nous. Si vous êtes assis, il passe. Si vous dormez, il passe. Si vous faites quelque chose, il passe. Même si vous ne faites rien, il passe. Que vous soyez heureux ou malheureux, le temps passe de toute façon. Le temps passe pour chacun d'entre nous. Donc il n'y a que l'énergie avec laquelle vous pouvez faire différentes choses. Si vous cultivez votre énergie à un certain niveau d'intensité et de possibilités, ce qu'une personne peut faire en 10 ans, vous pourrez le faire en 1 année. Cela veut dire que si vous vivez ici pendant 100 ans, cela donnera l'impression, en termes d'impact que vous aurez eu sur les gens, ça donnera l'impression que vous avez vécu pendant 1000 ans. Simplement parce que vous aurez géré votre énergie vitale d'une certaine façon. Tout le monde voudrait avoir un impact positif sur les gens qui les entourent. Et bien souvent, on se dit que travailler sur nous-mêmes ou sur nos projets ou devenir une meilleure personne n'a en fin de compte pas beaucoup d'intérêt parce que ça pourrait être vu comme un but égocentrique. Alors que c'est l'inverse. Car le développement personnel est une partie inhérente du développement collectif. Donc le seul moyen que vous avez de changer le monde, fondamentalement, c'est de vous changer vous-même. Avec cette idée en tête, il est important de se souvenir que toutes nos pensées et nos actions nous impactent nous-mêmes, mais également les autres. Quand on y pense, cela va même plus loin que l'impact qu'on a sur nos amis, notre famille et les gens qui nous entourent. Dans le livre « Pouvoir contre force » du fameux docteur David Hawkins, il est dit « Dans cet univers interconnecté, chaque amélioration que nous faisons dans notre monde privé améliore le monde dans son ensemble. On peut dire que c'est un fait scientifique, que ce qui est bon pour vous est bon pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le docteur Hawkins a établi ses conclusions sur plus de 29 ans de recherche et d'études. Je vous propose rapidement d'examiner certaines de ces conclusions pour évaluer l'impact que vous aurez sur les gens qui vous entourent en augmentant vos niveaux d'énergie, qu'on pourrait aussi appeler vos états de conscience. Mais avant ça, ce que vous voyez, ce n'est rien d'autre que l'échelle d'Hawkins. Effectivement, il ne s'est pas cassé la tête pour le nom de son échelle. Je ne sais pas où est-ce que vous pensez vous situer sur cette échelle, mais le docteur Hawkins a établi que 87% des gens sont calibrés à un niveau d'énergie qui les affaiblit.
En gros, plus vous montez dans cette échelle énergétique, et moins de personnes s'y trouvent. Le docteur Hawkins a établi que les personnes qui vibrent à un niveau d'optimisme et de non-jugement des autres pourraient contrebalancer l'énergie négative de plus de 90 000 personnes qui sont calibrées au niveau d'énergie les plus bas. Il dit également que la personne qui a atteint l'état de conscience de l'amour pur et de la révérence envers toute forme de vie contrebalancera la négativité de plus de 750 000 personnes qui vibrent dans les niveaux d'énergie les plus bas. Selon lui, l'individu qui atteindra l'état de conscience de l'illumination, l'extase, autrement dit de la paix infinie, contrebalancera l'énergie négative de plus de 10 millions de personnes. Et il fait d'ailleurs l'hypothèse qu'il y a environ 22 sages à ce niveau dans le monde actuellement. Bon, il va encore plus loin, mais je pense que vous avez compris l'idée, et le but ici, c'est pas de devenir Jésus ou Krishna. Mais par contre, le Dr Hawkins appuie sur le fait que si le nombre de personnes aux énergies hautes diminue en dessous d'un certain niveau, les énergies négatives prendront le dessus et l'humanité s'autodétruira. Donc, je pense que ça vaut la peine de travailler sur soi, un minimum. Et pour les personnes qui ne raisonnent pas avec le terme énergie ou avec les idées du monde subtil, je pense que vous n'avez pas besoin de croire en tout ça ou de penser que ces choses existent pour réaliser que votre développement personnel impactera votre entourage. Et votre entourage a un entourage, qui lui-même a un entourage. Donc si un matin vous vous levez et que vous n'êtes pas motivé, ou que vous ne vous aimez pas assez pour faire ce qu'il y a à faire, si vous n'avez pas la force de le faire pour vous, alors faites-le au moins pour les autres. Donc pour moi, un être humain qui a de l'impact, ça veut dire à quel point êtes-vous devenu conscient, c'est très important. Parce que si vous êtes dans des cycles compulsifs, alors votre énergie est gaspillée dans tellement de choses. Si vous observez les gens, dans une journée, prenons 24 heures. Dans tous les cas, la plupart des gens aux États-Unis ont une prescription de 8 heures de sommeil. Donc 8 heures veut dire qu'un tiers de votre vie est perdu. Pour les 2 tiers restants, ils doivent manger, ils doivent, vous savez, se doucher, salle de bain, ceci, cela. Avec tout ça, 2 heures de plus en moins. Donc littéralement 50% de la vie est perdue sur une base journalière, juste pour une maintenance basique de cette vie. 50% du temps est perdu dans la maintenance. Les 50% restants qu'ils ont. Si vous regardez absolument chacun des mouvements qu'ils font avec leur corps, leur processus de pensée et leurs émotions, vous verrez que beaucoup de ces choses ont lieu à travers des cycles compulsifs. La compulsion veut dire que nous retournons aux mêmes endroits encore et encore. Cela veut dire que nous tournons en rond. Ou en d'autres termes, si vous êtes un petit peu sensible à la vie, vous réaliserez que vous êtes le plus gros problème dans votre vie. La nature de l'existence physique dans l'univers est telle que vous preniez un atome, seulement un atome, ou l'espace cosmique. Tout ce qui est physique est toujours dans un mouvement cyclique. Les atomes font leur cercle. Le système solaire fait la même chose. Les galaxies font pareil. Nos propres corps passent à travers des cycles. Dans les faits, nous sommes nés à cause des cycles du corps de notre mère. C'est pour ça que nous sommes nés. Donc, la nature physique entière est née de moments cycliques, ce qui veut dire la compulsion. Donc, ne méprenez pas compulsion pour quelque chose de mauvais, car c'est la base de votre existence. C'est une bonne plateforme. Mais, vous êtes supposé vous tenir debout sur cette plateforme et agir. Maintenant, vous êtes devenu la plateforme, et quelqu'un d'autre est en train de danser sur vous. En regardant cette vidéo, la question que vous pourriez vous poser, c'est du coup, comment augmenter ou cultiver mes niveaux d'énergie? Mais je trouve que c'est une question secondaire. La première question à se poser, c'est comment arrêter de disperser et de perdre son énergie inutilement. Vous avez sûrement déjà vu des gens qui secouent leurs jambes sous la table sans raison. Un peu comme ça, mais là, vous voyez pas mes jambes. Comme ça, là. Comme si... Ou d'autres personnes qui se rongent les ongles, ou qui se mordent les lèvres. Moi, par exemple, j'ai tendance à me gratter des boutons que je n'ai même pas. Ces comportements compulsifs sont à considérer comme des trous d'énergie. Et l'idée, c'est que, avant de s'aventurer dans le monde plus subtil de la pensée et des émotions, où il y a également énormément de comportements compulsifs, on va déjà pouvoir essayer de prendre le contrôle sur ces comportements compulsifs physiques. Donc, comment faire? C'est très simple, mais ça demande un peu de discipline. Par exemple, j'avais moi-même cette tendance à secouer ma jambe en dessous d'un bureau quand j'étais assis. Sans raison. En réalité, la raison, c'est que j'entretenais des pensées anxieuses sans même m'en rendre compte. Mais quand je me suis rendu compte que c'était un comportement compulsif et que je perdais littéralement de l'énergie en le faisant, je me suis dit, je vais faire un effort, je vais appliquer un peu de discipline et je vais arrêter de secouer ma jambe sans raison. Pour y arriver, c'est très simple. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans un comportement compulsif,
que ce soit secouer votre jambe, vous ranger les angles ou quoi que ce soit d'autre. Au moment où vous prenez conscience que vous le faites, vous devez faire un pacte avec vous-même que vous arrêtez. Dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous ranger les angles, vous vous dites pas « Ah non, je finis juste le petit bout d'angle là ». Vous arrêtez tout de suite. Et vous faites ça à chaque fois que vous prenez conscience que vous êtes dans un comportement compulsif. En quelques jours, au maximum en quelques semaines, ce comportement aura complètement disparu. Et ensuite, de comportement en comportement, vous allez pouvoir vous aventurer dans la dimension un peu plus subtile des pensées et des émotions. Et vous allez faire exactement la même chose. Lorsque vous vous apercevez en train d'avoir des pensées négatives ou des pensées de doute de soi, vous allez immédiatement arrêter et concentrer votre esprit sur quelque chose, une pensée qui a un taux vibratoire plus élevé. Fondamentalement, si les gens comprennent que la source de l'expérience humaine est en vous, la joie ou la misère, l'agonie ou l'extasie, le plaisir ou la souffrance, tout vient de l'intérieur de vous. Si vous comprenez ceci, si je comprends, supposons maintenant que je pense être misérable à cause de toi. Il n'y a pas de solution pour ma vie, n'est-ce pas? Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher devant ma maison, et je serai misérable. C'est tellement simple. Tu n'as même pas besoin de me tuer. Tu as juste à marcher devant chez moi, et je mourrai de l'intérieur tous les jours. Si je comprends que la source de ma joie et de ma misère est en moi, alors, vous savez quel est le choix évident. La joie. C'est un choix évident, n'est-ce pas? Donc cette chose fondamentale doit être comprise par tous les êtres humains sur cette planète. Votre expérience est entièrement déterminée par vous. C'est ce que le mot karma veut dire. Malheureusement, il est utilisé autrement de nos jours. Karma veut dire action. Cela veut dire, lorsque nous disons « votre vie est votre karma », nous disons « votre vie est entièrement votre création », à 100%. Pour ce qu'il se passe dans le monde, il y a de nombreuses forces impliquées. Mais pour ce qu'il se passe en moi, c'est à 100% moi. À 100%, n'est-ce pas? Oui. Si vous ne prenez pas la responsabilité de cela, alors votre vie est accidentelle. Quand votre vie est accidentelle, l'anxiété devient naturelle. On peut se dire qu'il y a des dizaines de milliers de raisons de passer une mauvaise journée, une infinité de raisons d'aller mal. En réalité, il n'y en a qu'une. Et cette raison, c'est d'oublier que nous sommes les seuls maîtres de comment nous nous sentons à l'intérieur, peu importe de ce qui se passe à l'extérieur. Donc la seule raison pour laquelle vous passez une mauvaise journée, c'est parce que vous oubliez que c'est à vous de rester maître de comment vous vous sentez. La seule raison pour laquelle vous vous sentez mal, c'est parce que vous avez oublié que vous êtes au contrôle de votre bien-être et que les éléments extérieurs ne le sont pas. C'est la seule raison. Mais bien sûr, ça peut être tentant de se laisser tenter à devenir une victime et de se dire non, mais la cause de mon problème, c'est parce que quelqu'un m'a coupé la route, c'est pour ça que je suis énervé. C'est pas parce que j'ai oublié de me contrôler. Et c'est pas parce que j'ai oublié que c'était moi qui décide comment je me sens en tout temps. Non, non, c'est vraiment la faute de cette voiture qui m'a coupé la route. En réalité, penser comme ça, c'est penser comme une victime qui a pour but de se déresponsabiliser de ses propres sentiments intérieurs et de son propre bien-être. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Je le fais aussi parfois, simplement, même souvent en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des bénéfices à être une victime. Lorsque vous vous victimisez et vous vous dites « Ah non, j'ai passé une journée horrible, tout le monde était sur mon dos, etc. » Qu'est-ce que vous obtenez? De l'attention et du réconfort, suivant dans quel cadre vous vous trouvez. Mais le problème, c'est que tout ça devient vite une prison, dans laquelle vous finissez par vraiment croire que les causes extérieures sont la raison de votre mal-être. Alors qu'en réalité, ces deux éléments, le monde extérieur et votre monde intérieur, ne sont pas connectés de façon directe. Du coup, même si vous êtes dans un environnement horrible, entre guillemets horrible, ça ne justifie pas votre mal-être. Parce que si l'environnement dictait qui vous êtes, il n'y aurait pas de lotus dans les marécages. Vous devez comprendre que ceci est un corps vraiment très intelligent, qui prend des instructions de votre part. Chaque cellule de votre corps a une capacité énorme de mémoire et d'intelligence. Si vous continuez à envoyer les mauvais messages, s'ils agissent, vous êtes mort. Parce que vous envoyez des messages contradictoires, vous n'êtes pas mort, mais vous êtes à moitié mort. Vous pouvez inventer n'importe quel type de nom exotique, mais essentiellement, vous avez tourné votre intelligence contre vous-même. Elle était supposée fonctionner pour vous, mais maintenant, vous l'avez retournée contre vous-même, et elle fonctionne contre vous. Notre nez est localisé juste au-dessus de notre bouche. Supposons que vous ne vous brossiez pas les dents pendant 3 jours. Malgré que votre nez soit juste ici, il ne vous dira pas que vous ne vous êtes pas brossé les dents.
La pièce entière sera que vous ne vous êtes pas brossé les dents, mais vous ne le saurez pas. C'est l'une des faiblesses humaines. C'est vraiment facile de voir qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars ou avec elle ou avec lui. Mais c'est très difficile, cela demande beaucoup d'observation pour voir ce qui ne va pas chez vous. Ce niveau détaillé d'observation est absent pour la plupart des gens. Ils doivent apprendre à le cultiver. Disons que nous avons éteint toutes les lumières. Si les lumières sont allumées, vous pouvez vous promener et marcher peu importe où vous le voulez dans ce bâtiment. Mais si nous éteignons toutes les lumières, de sorte à ce qu'il fasse nuit noire, où vous ne pouvez même plus voir votre main comme ça. Maintenant, chaque pas que vous prendrez, vous le prendrez avec la plus grande vigilance. Seriez-vous complètement éveillé ou endormi ? Pleinement éveillé. Pleinement éveillé. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas où mène le prochain pas. Juste de vivre comme ça. Si vous vivez simplement comme ça, naturellement, vous êtes sur l'autoroute de l'illumination. Tout le monde présume et croit, parce que c'est confortable de simplement croire quelque chose. Le simple mot « croyance » veut dire que j'ai des suppositions concrétisées sur lesquelles je ne sais absolument rien. N'est-ce pas ? N'est-ce pas le cas ? Ouais. Soit vous savez, soit vous ne savez pas. D'où vient la croyance ? C'est lorsque vous faites passer ce que vous ne savez pas pour ce que vous savez. C'est la croyance. Mais vous ne pouvez pas croire quelque chose que par vous-même. Donc vous avez besoin d'une centaine de personnes autour de vous. C'est pour ça que les croyants sont toujours en groupe. Et les chercheurs sont tout seuls. Pour moi, l'une des différences principales entre un croyant et un chercheur, c'est que le chercheur va utiliser les mots, alors que le croyant risque bien souvent d'être utilisé par les mots. Si vous vivez dans le monde des mots, où les explications sont les choses en soi, malheureusement, vous êtes en train de vivre dans un monde qui est mort, par défaut. Car la pensée, les mots, ne sont pas vraiment vivants. C'est l'expérience qui l'est. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'est d'utiliser les mots et les croyances pour obtenir des expériences de vie qui sont optimales. Parce que tous les mots ont ce pouvoir de nous hypnotiser. Si je répète que je suis la pire personne sur Terre et que j'ai envie de mourir, vite, probablement que je ne serai pas là longtemps. Par contre, si j'utilise des croyances qui m'enrichissent et qui me donnent envie de vivre et d'être productif et de faire ce qui pourrait m'apporter, selon moi, ce que j'appellerais une vie complète, à ce moment-là, les mots vont pouvoir m'aider à faire cela. Par contre, il faut se rendre compte que les mots ont leurs limites. Par exemple, qu'est-ce que respirer ? Les mots ne peuvent pas me donner cette réponse. Je vais donner des réponses qui sont mortes, par défaut. Par contre, si je pose la question et que j'essaye d'expérimenter la respiration et que j'augmente le niveau de détail que je suis capable de percevoir consciemment. De cette façon, mon expérience de la respiration et ma capacité de perception de qu'est-ce que ça veut dire est infinie. Par contre, si je réponds par des lettres et des mots, c'est absolument inutile et ça ne me donnera pas plus de réponses. Et il y a beaucoup de choses dans la vie où les mots ne vous donnent pas les réponses que vous cherchez. Et il y a d'autres éléments dans la vie où vous pouvez utiliser les mots pour obtenir une expérience hypnotique qui vous aide à avancer dans la bonne direction. L'idée, c'est de ne pas croire en l'hypnose des mots, parce que les mots sont vides par nature, mais d'utiliser les mots pour vous hypnotiser à atteindre, par exemple, des objectifs, mais d'un autre côté, également retourner à une approche plus expérimentale de la vie, où vous êtes libéré des mots, et de toute forme d'hypnose, et donc d'illusion. Personnellement, j'essaye de trouver un équilibre entre les deux. J'adore utiliser l'hypnose des mots. C'est d'ailleurs le but de la formation Reprogrammer votre subconscient et transformer votre vie. Mais bien sûr, par moment, lors de la méditation ou lors de balades en forêt, je vais essayer de me libérer de toute croyance sur le monde ou moi-même, et je vais me libérer des mots pour pouvoir avoir une expérience de qu'est-ce que la vie, sans mes croyances de qu'est-ce que la vie, qui m'hypnotise sur des illusions de qu'est-ce que la vie n'est pas. Si vous voulez vous lancer dans la formation Esprit Subconscient, il y a une vidéo totalement gratuite dans la description. Vous avez qu'à cliquer sur le lien, ajouter votre email et vous n'aurez plus qu'à vous lancer. D'ailleurs, les personnes qui ont déjà suivi la formation ont laissé des commentaires super positifs. Donc, allez jeter un coup d'œil, ça coûte rien. Ah oui, ça coûte un petit quelque chose en vrai. Mais ça vaut la peine. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur la petite cloche et cliquer sur toutes les notifications. Et moi, je vous dis au prochain épisode.